Ce soir à l'émission, les 100 premiers jours de l'administration Barbeau à Saint-Jérôme. Les commissions maintenant municipales ne sont pas par service, mais plutôt par grands sujets de ville. Et la série L'envers du spectacle est bien lancée à la Petite Église. On se disait à quel point ça peut être intéressant justement de plonger avec eux au cœur de leur processus créatif. En entrevue, je reçois l'autrice Isabelle Larouche pour son nouveau livre jeunesse, Miquane et Apinam. Ce sont vraiment des jeunes qui m'ont inspiré là-bas, qui m'ont donné les idées pour construire ces personnages-là. Je m'entretiens également avec Benoît Duplessis à propos de la plateforme Respire 6.0. L'objectif du portail est d'aider les jeunes à avoir une ressource pour s'orienter, s'aider. Seulement, souvent, ils sont isolés, ces jeunes-là, donc on les oriente. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau nous explique pourquoi et comment investir dans un REER. Le 2 mars prochain, c'est la date limite pour contribuer à ton REER. Bienvenue à Accès Local. Mardi 17 février 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors la semaine dernière, la mairie de Saint-Jérôme a tenu un événement pour souligner les 100 premiers jours à l'hôtel de ville de la nouvelle administration Barbeau. Vous étiez sur place. Oui Claude, donc c'était les employés, les partenaires de la ville qui étaient réunis la semaine dernière pour donc faire le bilan des 3 premiers mois environ de Rémi Barbeau à la tête de la capitale régionale. Alors, ce dont il a beaucoup été question lors de cet événement, c'était le changement d'approche que la nouvelle administration dit apporter dans ses activités, une approche basée sur l'ouverture, la transparence, l'écoute, pour citer les mots de M. Barbeau. On peut l'écouter à propos de comment cette façon de travailler se traduit selon lui sur le terrain. On brise les silos, on travaille en transversalité. Les commissions maintenant municipales ne sont pas par service, mais plutôt par grands sujets de ville. Donc maintenant, autour d'une même table, on a des gens de plusieurs départements de la ville qui collaborent directement à co-créer la ville ensemble. Ça gagne beaucoup d'efficacité, ça aussi augmente la cohésion, la cohérence de nos projets. Monsieur Barbeau citait en exemple les causeries conseils qui ont été instaurées maintenant juste avant les conseils de ville. Donc les citoyens peuvent se rendre dès 17h30 sur place pour discuter de sujets qui les préoccupent avec un élu. Et on a aussi parlé du budget. Oui, le premier de l'administration Barbeau qui a été adopté à la fin de l'année dernière, un budget équilibré de 234 millions de dollars avec une hausse de taxes de 2,95 %. Un montant de 5,25 millions de dollars a été mis de côté pour les 3 grandes priorités de l'administration, soit 3,25 millions de dollars pour l'habitation, 1 million pour la mobilité et 1 million pour le développement social. Pour ce qui est du programme triennal d'immobilisation, 4 grands projets sont mis de l'avant. La modernisation des services d'urgence, qui comprend une nouvelle caserne d'incendie et une centrale 911, l'achat du bâtiment du quartier 50+, la synchronisation des flux de circulation et l'amélioration de la planification en matière d'infrastructure d'eau. Clara, les 2 paliers de gouvernement viennent de s'entendre concernant le Fonds canadien des infrastructures liées au logement. Qu'est-ce que ça signifie pour Saint-Jérôme? Alors, c'est 1 milliard de dollars qui sera injecté aux municipalités québécoises pour le développement de meilleures infrastructures pour accueillir plus de logements, par exemple les infrastructures d'eau. L'an dernier, une étude de l'Union des municipalités du Québec révélait que la construction de 36 000 logements a été freinée par des infrastructures d'eau insuffisantes. Alors, le montant n'a pas été divisé encore, mais Saint-Jérôme attend sa part. M. Barbeau a annoncé aussi son intention de créer une cellule choc en habitation pour se pencher sur le sujet. La cible de logement abordable de la ville est passée de 10 à 20 %. M. Barbeau a aussi été confronté à ses premiers défis en matière d'itinérance. On se souviendra à la fin de l'année dernière de la saga du campement Castonguay qui devait être démantelé par la ville, mais qui a été stoppé à la dernière minute. On peut écouter M. Barbeau à ce sujet. Selon lui, les ressources sont présentes pour aider les gens dans la rue. Ça, c'est une crise quand même sociale qui est importante. Il y a personne qui devrait dormir dehors. On ne peut pas normaliser un campement ou banaliser le fait que des gens dorment dehors. Mais effectivement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à prendre les ressources. Puis on travaille actuellement sur ces dossiers-là pour voir comment on peut leur donner quand même un soutien pour se rendre disponible éventuellement à être prêt à le faire. Autre changement de cap, Clara, de la nouvelle administration Barbeau, ça concerne le centre correctionnel communautaire La Ferrière. Oui, c'était un des chevaux de bataille de M. Marc Boursier, son prédécesseur, d'empêcher la reconstruction du centre au centre-ville de Saint-Jérôme. Il avait même intenté une poursuite au fédéral. M. Barbeau a quant à lui abandonné la poursuite, une condition nécessaire à la reprise du dialogue avec le ministère de la Sécurité publique. Selon M. Barbeau, ces procédures judiciaires étaient difficiles à justifier. On peut écouter une dernière fois M. Barbeau.
Mon objectif, c'est d'être meilleur à chaque jour. J'ai jamais demandé la perfection à personne, mais si tout le monde peut être un petit peu meilleur dans cette résilience-là, c'est vraiment un objectif que j'ai. Voilà, Claude, donc pour les 100 premiers jours de M. Barbeau, certains attendent plus l'organisme Ligne de front Laurentide, par exemple, qui œuvre auprès des personnes en situation d'itinérance, demande à M. Barbeau, et je cite, que les bottines suivent les babines, c'est-à-dire qu'il crée un conseil avec les différents organismes experts de la question et qu'ils se rendent sur place pour assister à une distribution de denrées de Ligne de front. On continue de suivre ça. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de processus créatif. À plus tard, Claude. Le mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et Québécois, Région des Laurentides, invitent la population à la remise des prix de la 14e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron, le dimanche 22 mars à 13h30 à l'auditorium Germaine Guèvremont. Pour la première fois dans l'histoire du concours, l'entièreté du Québec a été invitée à y participer. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 10 à 17 ans, alors qu'ils sont gratuits pour les 9 ans et moins. Face au grand froid et aux conditions hivernales difficiles, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a procédé à la distribution de plus de 750 sacs d'urgence aux personnes en situation d'itinérance. Ces sacs contiennent des articles essentiels pour affronter l'hiver, comme des mitaines, une couverture d'urgence et un chauffe-main. L'établissement assure également la transmission des alertes grand froid. Ces alertes qu'on émet lorsque la température ressentie est de moins 27 degrés Celsius ou moins permettent une mobilisation rapide des partenaires. De plus, les organismes ont la capacité d'accueillir ceux qui en ont besoin. L'autrice Isabelle Larouche ajoute un ouvrage à son imposant corpus avec la parution de Miquane et Apinam dans lequel elle raconte aux jeunes lecteurs de 6 ans et plus une histoire de transmission de bravoure et d'inclusion publiée chez Québec Amérique dans la collection Le Petit Pousset. Elle est avec nous pour en parler. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors cette histoire se déroule dans le village d'Equanichit, Mingan, en Mingani, sur la Basse-Côte-Nord. Je vais donc te demander tout d'abord de nous planter le décor, de nous décrire un peu le paysage et de nous dire un peu ce que ça raconte, cette histoire. Mais d'abord, il faut emprunter la longue route qui suit le fleuve Saint-Laurent jusqu'au Golfe. Ouais. Hein? On est presque devant l'île Anticosti. Alors, c'est la Basse-Côte-Nord, un lieu extraordinaire où j'ai passé un mois pour faire un projet à l'école d'Ewekan où se déroule une bonne partie du roman Miquane et Apinam. D'accord. Alors, ce sont vraiment des jeunes qui m'ont inspiré là-bas, qui m'ont donné les idées pour construire ces personnages-là. J'évalue, Isabelle, que la moitié de ton œuvre est consacrée aux Premières Nations. Tu les connais bien, tu les aimes, ils t'aiment. On dirait que tu t'emploies à nous les faire connaître dans une démarche très, très patiente, un détail à la fois. Est-ce que c'est comme une sorte de stratégie? Je pense que c'est à l'image de comment moi, je suis allée à la rencontre des premiers peuples. Hein. Ouais. Je suis allée là comme enseignante, toute jeune. Ça fait 35 ans que je travaille avec les Premières Nations. J'ai enseigné au Nunavik, à Ganisatake. Et les projets de médiation culturelle que je fais maintenant depuis quelques années, ben ça fait que j'entre vraiment dans leur quotidien. Mais quand j'arrive là avec comme une page blanche. Ouais. Quand j'arrive au nord, j'apporte pas le sud avec moi. Tu sais, j'arrive en état d'ouverture. Mm-hmm. Puis je pense que sans le vouloir, ça se fait naturellement dans les livres aussi. C'est ce pont-là qui se tisse de mon côté vers le côté que je veux connaître, que je veux découvrir. C'est vraiment un état d'ouverture. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer parce que souvent, on a des préjugés, oui. On a des préconceptions. On s'imagine, ah, mon Dieu, je vais arriver là, puis là, ils seront pas fins, puis ils vont... Alors que non, faut y aller en état d'ouverture. Puis ça, c'est la grande humanité qu'il y a entre ces gens-là, entre les premiers peuples. Et quand on arrive avec notre humanité aussi, ben c'est là que ça fait les meilleurs ponts, je crois. Dans Miquane et Apinam, tu abordes encore une fois le thème de la transmission, parce que cette méconnaissance que nous avons, nous, à l'égard de la culture autochtone, elle se vit aussi à l'intérieur même de la communauté, hein, si j'ai bien compris la dynamique de cette histoire-là. Tellement. Oui. D'ailleurs, quand je fais les projets qui durent un mois, que je suis en résidence dans ces communautés-là, dont à Equanichit, on invite les aînés à venir discuter avec les jeunes. Ils viennent à l'école, ils viennent partager leurs souvenirs. Puis on se rend compte que les aînés, c'est des VIP.
les jeunes s'assoient, les écoutent, on sert du thé, des biscuits. Il y a quelque chose de précieux encore qui s'est pas perdu chez ces nations-là. Ce que nous, les Allochtones, on a, je crois, un peu perdu. Et c'est cette richesse de transmission-là, je la sens tellement. Un aîné, c'est un trésor national. Tu abordes donc ce thème-là, mais aussi avec... tu abordes aussi le thème de la différence, là, avec le personnage d'Apinam, petit garçon de 5 ans, que je vais te laisser nous présenter. Oui, Apinam, il est né avec une légère paralysie cérébrale, donc il a besoin d'une petite marchette, un déambulateur pour circuler. Alors, c'est un peu pour me trouver un prétexte pour parler du Nuu-chimít, qui est le territoire ancestral, qui est vraiment le territoire que les aînés, les arrières, tout cela, ils allaient à la chasse, ils connaissent le territoire comme le fond de leurs mains. Et il y a comme une croyance, ou je dirais une tradition, que le Nuu-chimít, c'est bon pour la santé. Alors le petit Miquon, la petite Miquon, qui est la grande sœur, qui va avec son frère Apinam, qui est handicapé, vont aller cueillir des fruits avec l'aînée, la grand-mère, la coucoum. Et évidemment, l'événement va faire en sorte que le jeune handicapé va se surpasser dans cet événement-là. Et c'est un peu l'idée... J'ai relevé qu'on ne le surprotège pas. On fait tout pour qu'il devienne autonome. C'est un trait culturel, ça? Je crois que oui. L'inclusion, d'accepter les gens tels qu'ils sont, d'aller chercher les forces à l'interne. Je le vois beaucoup dans les écoles, les élèves qui ont certaines difficultés, on va aller les chercher d'une autre manière parce que on sait qu'il y a des qualités ailleurs. Tu sais, on n'est pas bon en mathématiques, mais on peut être très bon en musique. Et c'est des choses comme ça que je vois. Et puis, le fait aussi que toute une communauté aide à élever un enfant. C'est un dicton qu'on dit souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Là-bas, ça se vit aussi. Et c'est ça, le petit garçon, il bénéficie de toute la communauté aussi. Alors, c'est encore une fois, Isabelle Larouche, c'est une très belle histoire. J'invite les gens à se procurer ce très bel ouvrage qui est illustré magnifiquement par Tara Miller. Ça s'appelle Miquon et Apinam. Ça vient tout juste de paraître chez Québec Amérique, collection Le Petit Pousset. Isabelle Larouche, toujours un plaisir. Merci. Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 475 000 $ au club de motoneigistes de la région des Laurentides pour aider à l'entretien des sentiers. À cette somme s'ajoute un montant de plus de 2,5 millions de dollars remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour veiller à la sécurité des activités, la mise en place de la signalisation et la réalisation de divers projets de formation pour leurs membres et bénévoles. Au total, le programme d'aide financière au club de motoneigistes du Québec versera près de 8 millions de dollars durant l'année financière 2025-2026. Les élèves du Collège citoyen ayant remporté la première position du championnat de créativité spéciale Jeux du Québec en novembre dernier ont pu passer la journée du 12 février en tant que CEO d'un jour au sein de l'équipe organisationnelle de la 60e finale de cet événement provincial qui se tiendra à Blainville. Durant cette journée d'immersion, Maude Boucher, Zoé Tremblay, Sofia Mimat-Lievska, Lily Ariela Adib et Alice Raymond ont participé aux principales rencontres de planification de ce grand rendez-vous sportif. Ces élèves s'étaient démarqués dans le cadre d'un défi lancé par Ubisoft où elles ont imaginé un jeu vidéo inclusif. Chronique financière, maintenant, on va vous parler d'un outil qui peut littéralement changer votre avenir financier, le REER. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et surtout, comment savoir si vous devriez en avoir un? Mais on va poser toutes ces questions-là à notre expert en finances personnelles, Pierre-Luc Gauvreau. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonsoir, Claude. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un REER? Oui, le REER, dans le fond, c'est un régime enregistré épargne-études. Bon, essentiellement, c'est une boîte dans laquelle on met des investissements, qu'on place notre argent à l'abri de l'impôt. Donc, essentiellement, on reporte l'impôt plus tard. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect très important, c'est évidemment une déduction fiscale, donc un retour d'impôt, une diminution de l'impôt à payer. D'ailleurs, Claude, tu vas voir, si tu ne le savais pas, le 2 mars prochain, c'est la date limite pour contribuer à ton REER, si tu veux que ta déduction s'applique pour l'année 2025. Oui. Donc, pour les retardataires, il vous reste quelques jours. Oui. Et pourquoi c'est important de cotiser à un REER? Bien évidemment, Claude, on vit de plus en plus longtemps. La vie coûte de plus en plus cher. Donc, on ne peut pas nécessairement se fier aux deux régimes de base du gouvernement ou public, que ce soit la RRQ, donc le régime des rentes du Québec, ou la sécurité du vieillesse. Parce que quand on combine les deux ensemble, honnêtement,
on est en mode survie et non en mode vie. Donc, il faut absolument se bâtir un fonds de pension, donc un régime de retraite avec le REER, pour justement bénéficier d'une certaine liberté. Ensuite, bien évidemment, ce qui est important, c'est la croissance à long terme. Parce que plus qu'on commence tôt à cotiser dans le régime, bien évidemment, plus il y a un effet boule de neige et on finit par croître le portefeuille et votre REER et ici augmenter potentiellement votre paye de retraite. La réduction d'impôts, je pense que ça fait déjà 2 fois que je vous le dis, c'est la principale cause ou le principal avantage. Merci, Claude. Puis je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je suis père de 3 jeunes enfants. Donc, ma contribution REER, quand je la fais, non seulement je vais chercher une déduction fiscale, donc un retour d'impôt intéressant, mais par le fait même, je reçois des allocations familiales, moi, du gouvernement du Québec, du fédéral. Donc, le fait de réduire mon revenu imposable vient augmenter mes allocations familiales de l'autre côté. Donc, ça a un double avantage ici de faire de la contribution dans le REER. Donc, il faut prendre le temps de s'asseoir, de regarder sa situation, puis de dire, est-ce que c'est un bon moment pour peut-être en cotiser davantage selon notre situation. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut prendre le temps de s'asseoir avec un professionnel pour ça. Et est-ce que c'est pour tout le monde? Sinon, qui a avantage à utiliser un REER? Bien évidemment, il y a 3 principaux groupes. Je dirais, le premier, c'est ceux qui ont des revenus moyens élevés. Puis quand j'entends par ça, c'est de vérifier selon votre revenu dans quel palier d'impôt vous situez. Si on se situe dans un palier d'impôt inférieur, bien évidemment, peut-être que c'est plus avantageux pour vous de cotiser dans un CELI que plutôt dans un REER parce que les déductions fiscales seront peut-être moins intéressantes. Donc ça, c'est le premier groupe. Ensuite, bien évidemment, tout travailleur qui voudrait réduire son impôt doit considérer le REER comme l'outil principal de réduction d'impôt. Puis évidemment, les futurs acheteurs d'une première maison. Il y a déjà 3 ans, là, on a sorti le CELI App qui permet aux gens qui veulent s'acheter une première propriété de mettre de l'argent de côté. On peut aller jusqu'à 40 000 $ de contribution. Puis c'est un peu le même principe que le REER, c'est que ça vous permet d'avoir des déductions fiscales. Mais il existe toujours le RAP, qui est le régime d'accès à la propriété via le REER, qui l'ont bonifié d'ailleurs. On peut même aller jusqu'à 60 000 de retrait dans le REER pour une mise de fonds d'une première propriété. Lorsqu'on combine les deux ensemble, c'est potentiellement 100 000 de mise de fonds. Puis là, je rajoute, Claude, les déductions fiscales qu'on peut aller chercher. Disons qu'il va moyen 35 000 de déductions fiscales sur le 100 000. C'est 135 000 de mise de fonds sur une première propriété. Puis je pense que tu le sais, les prix des propriétés, dernièrement, ont vraiment grimpé. Puis l'accès aux propriétés pour les jeunes sont vraiment difficiles. Donc, les jeunes ont tout avantage, très rapidement, à mettre en place une stratégie pour cotiser à ces différents régimes-là. Ça fait beaucoup de choses à connaître. Tu donnais l'exemple de tes enfants tout à l'heure. Comment maximiser son REER? Bien, évidemment, les principaux conseils que je fais, c'est, premièrement, automatiser vos contributions de façon systématique. C'est-à-dire qu'on commence avec un 20, 30, 50 $ par semaine, et faites-le de façon systématique tout le temps. Puis, si possible, revoir et l'augmenter au fil du temps, selon votre situation financière, évidemment. Donc, on commence avec un petit montant, puis au besoin. Oui, exactement. Le deuxième point important, c'est que plus qu'on est jeune, on aurait avantage à investir plus en croissance. Donc, on peut prendre potentiellement plus de risques. Quelqu'un, par contre, qui arrive proche de la retraite, qui sera à 5, 6, 7 années de la retraite, bien, il devrait changer un peu son profil puis d'être un peu plus prudent parce qu'il s'en va sur un mode de décaissement bientôt. Donc, juste faire attention à cet aspect-là. Et, évidemment, de ne pas attendre jusqu'à la fin février pour faire votre cotisation, Planifiez-le dans l'année de façon systématique pour s'assurer qu'on n'ait pas de tracas ou de soucis à la fin de l'année, de dire, là, il faut que je fasse une contribution à petite dernière minute. Là. Merci, Pierre-Luc. Merci. La Fondation Jeunesse des Laurentides vient de lancer la nouvelle version de son portail appelé Respire 6.0, une plateforme repensée pour soutenir concrètement le bien-être des jeunes. J'en discute avec Benoît Duplessis, président de la Fondation. Bonsoir, Monsieur Duplessis. Bonsoir. Alors, la Fondation Jeunesse Laurentide, c'est un organisme qui, là, je le dis entre de gros guillemets, qui est né en 2025 de la fusion de 2 autres organismes qui étaient là depuis longtemps, c'est-à-dire le Centre Jeunesse des Laurentides et la Fondation André Boudreau. J'imagine que cette fusion-là a un lien direct avec l'exercice dont on s'apprête à parler. Oui, parce qu'on avait justement des synergies. Maintenant, on avait 2 fondations qui se préoccupaient du bien-être des jeunes dans les Laurentides. Nous, dans la fondation du Centre Jeunesse des Laurentides, on aidait principalement les jeunes issus de la DPJ. Ouais. Et la Fondation André Boudreau faisait beaucoup de prévention, de prévention de toutes sortes, au niveau de la dépendance, puis tout ça. Fait que le lien s'est fait naturellement. Alors, qu'est-ce que ça donne comme mission globale? Bien, la mission globale demeure le bien-être des jeunes dans les Laurentides. On est maintenant la fondation, sinon la seule, qui s'adresse aux jeunes. Donc, on fait pas juste aider les jeunes
en parcours, issus de la DPJ ou qui sont dans le réseau de la DPJ. Mais maintenant, on fait de la prévention aussi. Fait que le lien se faisait naturellement. Et vous les aidez aussi après, là, ça va jusqu'à on les aide même après. Oui. On a beaucoup de programmes post-secondaires ou secondaires, l'étude, continuité, parce qu'avant, à 18 ans, ils sortaient du réseau, il n'y avait plus de ressources, plus rien. La Fondation est là pour justement les aider. On a des programmes comme Ange Gardien, on a d'autres programmes d'études. Juste l'année passée, on a aidé plus de 70 jeunes dans leurs études postsecondaires. On a des universitaires, on a des gradués maintenant. OK, bon. La raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, c'est parce que il y avait déjà un portail existant qui a été repensé. Alors, en quoi est-ce qu'il est différent? Bien, il est très différent. Premièrement, l'objectif du portail est d'aider les jeunes à avoir une ressource pour s'orienter, s'aider. Souvent, ils sont isolés, ces jeunes-là, donc on les oriente. Et aussi, tous les gens dans leur entourage, qu'on parle des parents, des intervenants, des éducateurs. Oui. Mais là, le portail a été changé parce que initialement, il offrait tous les services. Mais depuis sa création, il y a beaucoup de services qui ont évolué, comme Tel Jeune. C'est juste pour donner un exemple. Donc, ils sont rendus perfectionnés dans leur domaine. Alors, c'est devenu un portail qui oriente les gens vers des services existants. Au moment où ils en ont besoin, ça, c'est oui, très important de le dire, ça. Non seulement quand ils en ont besoin, mais spécifiquement dans leur région. Souvent, il y a des maisons des jeunes ou quelqu'un peut être à Blainville ou quelqu'un peut être à Mont-Laurier. Alors, on va les orienter dans leur région. Et quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce portail? Et les thèmes, c'est tout ce qui est lié à la jeunesse. On parle de sexualité, on parle de communication, santé mentale, on parle d'alimentation, de bien-être au niveau de style de vie, la dépendance, autant au niveau des écrans que ça peut être, on pense souvent à la dépendance seulement au niveau de l'alcool ou de la drogue, mais non, mais les écrans aussi, c'est très important. D'accord. Bon, un autre élément qui est maintenu, c'est la fameuse campagne Respire. Elle revient cette année avec une toute petite nuance. Auparavant, ça s'appelait Respire, laisse pas ton stress avoir le dernier mot. Maintenant, c'est Respire, on est là pour toi. Pourquoi cette nouvelle appellation? Pour faire changement, tout simplement pour faire changement, c'est bon toujours de faire des changements pour réactiver la cause ou le portail dans ce cas-ci, pour le resensibiliser. Donc, mais le site demeure le même. Okay, là, donc, le contenu de la campagne lui-même ne change pas. Non, ne change pas. Alors, rappelez-nous comment elle se déploie, cette campagne-là. Bien là, c'est principalement en vous rencontrant, entre autres, les réseaux sociaux. On vient sensibiliser dans les écoles les professeurs, les intervenants au niveau des CIS des Laurentides, parce qu'il ne faut pas oublier que ce portail-là a été monté avec la collaboration du CIS des Laurentides, parce que non seulement on oriente les gens, mais on veut les orienter vers du contenu qui est vérifié, et des bons contenus. Alors, en terminant, moi, j'invite toutes les personnes concernées par le bien-être des jeunes, que ce soit les parents, les enseignants, les jeunes eux-mêmes, à profiter des outils qu'ils vont trouver sur ce portail. Il suffit d'aller voir, tout est là. Benoît Duplessis, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Alors, mardi dernier, c'était la première d'une série de rencontres publiques au cabaret spectacle La Petite Église. Oui, Claude, on a donné le coup d'envoi à cette série qu'on appelle l'envers du spectacle. Ce sont des entrevues menées devant public par Benoît Archambault avec des artistes qui se produiront sur cette scène et avec qui on aborde le sujet du processus de création. L'équipe de TVBL était sur place pour la première de cette série. L'idée est née d'une première rencontre avec Benoît Archambault. Benoît Archambault, qu'ici on a connu grâce aux rencontres littéraires sur la terrasse qu'on faisait du côté de la bibliothèque. Et donc, on s'est mis à discuter du projet de tenir ce type d'événement-là, mais avec nos artistes en art de la scène. Ce projet-là vient vraiment combler une offre dans la mesure où ce qu'on se rend compte, c'est que des activités de médiation culturelle, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus en théâtre, des discussions de bord de scène et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins avec des artistes, donc des humoristes, des artistes de la chanson notamment. Et on se disait à quel point ça peut être intéressant justement de plonger avec eux au cœur de leur processus créatif puis de découvrir en fait ce qui mène
au spectacle qu'ils vont venir nous livrer quelques jours ou quelques semaines plus tard. J'avais envie d'explorer, de chercher moi-même qu'est-ce qui m'a motivé, c'était quoi le processus créatif. Ça m'intéresse, moi, de l'entendre de la part de d'autres artistes. Puis moi, je partais avec, tu sais, pas tellement de ligne directrice, fait que ça s'est construit en même temps. Je trouve ça assez intéressant d'exposer une telle chose, parce qu'on sait pas qui est dans la salle. Je pense que la créativité, ben ça s'adresse un peu à tout le monde, que tu sois en train d'écrire un spectacle solo ou de... C'est utile dans notre vie de être créatif, ça veut dire être capable de sortir de beaucoup d'affaires, puisque ça requiert toute ton inventivité, comment contourner des problèmes, comment... Tu sais, moi, je suis pas en train de donner un masterclass, là, pas du tout, là. Mais je suis en train d'expliquer comment j'ai réussi à bricoler quelque chose, puis je pense que ça peut te servir à bricoler une autre affaire que tu as peut-être envie de faire. Et oui. Et voilà. Tentons d'être bon, Benoît. Tentons d'être bon. Je t'ai présenté Chantal. Du moment qu'on s'est mis à parler de Benoît lorsqu'on a approché des artistes pour ce projet-là, bien, de par le fait qu'il a une bonne connaissance, lui-même étant artiste, donc il y a une espèce de, je dirais, de confiance là, qui est déjà là, qui est déjà instaurée. Donc, on a vu ça vraiment comme un beau plus, puis d'autant plus qu'il y a déjà une expérience là, à ce niveau-là. La différence, c'est qu'ici, je m'abandonne et j'essaie de suivre, de répondre aux questions. Tu sais, il y a quelque chose de spontané, il y a quelque chose, c'est éphémère, ça va se passer une fois. C'est pas comme faire le spectacle, préparer, répéter. Tu sais, je suis arrivée dans la salle, on a fait notre prise de son, notre test de son, on a mis tu sais, on s'est maquillé pour la... C'est une fébrilité, mais c'est pas du tout la même. C'est le fun de faire autre chose, des fois. C'est le fun de proposer autre chose. C'est une super initiative de la salle de proposer ça aux gens qui viennent parce que il voit des shows, mais l'envers des shows, c'est intéressant aussi. Puis si quelqu'un venait avec cette intention-là, je vais aller juste écouter ce qu'elle a à dire. Après, je vais décider, est-ce que ça me tente ou ça me tente pas de voir ce show-là? Mais mon attente, c'est qu'il y ait une bonne idée et qu'ils se disent, sais-tu, je vais me prendre des billets. La petite église, c'est bien connu. C'est un lieu qui est intimiste, qui est accueillant, qui est chaleureux. Donc, on s'est dit, ben, je pense que c'est un lieu qui est propice à ces rencontres-là. Le public de la petite église aussi, c'est un public, je dirais, généreux. C'est un public qui est curieux. Donc, on s'est dit, ben, c'est un projet à tenter. Et déjà ce soir, là, on a une très belle réponse des spectateurs. Évidemment, ce soir, soir de première avec Chantal Lamarre. Le mois prochain, ce sera les deux frères, donc, qui viendront nous présenter leur univers. Et le mois d'ensuite, ce sera Hubert Proulx accompagné de son fils Victor, donc pour la portion théâtrale. Et déjà, on a un projet là, de revenir un peu plus tard cet automne avec d'autres artistes là, à notre programmation qui vont nous permettre également de plonger dans leur univers. Voilà, Claude, prochaine date à retenir, mardi le 10 mars avec le duo Deux Frères. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Première Ligne suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site Web et surtout regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.